D'une part, il y a la question de la voirie, d'une voirie qui est organisée essentiellement autour du transit motorisé et donc dans laquelle les piétons se retrouvent marginalisés, se retrouvent à devoir avoir des problèmes de traversée, des problèmes de détour, etc. Des distances qui sont démultipliées dans l'agglomération par le fait qu'il peut y avoir des très grandes infrastructures, des très grands îlots qui vont constituer des véritables coupures. Et puis bien sûr, il y a la question du manque de services ou de ressources accessibles à pied dans des espaces monofonctionnels où on va avoir de très grandes étendues résidentielles par exemple, et puis pas de commerce de proximité, donc où il va falloir prendre des transports motorisés pour pouvoir se rendre dans les commerces ou pour aller faire des démarches administratives ou pour aller à l'école, etc. Depuis la Covid, la façon de vivre en ville n'est plus la même. On appréhende son logement différemment. Il y a eu un effet très important avec cet effet Covid, c'est avoir de l'espace, vivre autrement. Donc le constat que je fais, c'est que nos concitoyens ont cherché à quitter les grandes villes, quitter les centres-villes pour retrouver de la respiration, de l'espace, un peu plus de sérénité. La difficulté, c'est d'arriver à avoir une offre qui permette d'avoir une stabilisation des prix, ce qu'on n'a pas encore actuellement parce que la contrainte entre construire plus ou moins, permettre aux gens de se loger, comment faire attention à l'urbanisme, à nos modes de vie. Mais vivre ailleurs, il faut pouvoir trouver, il faut pouvoir se déplacer, donc tout est lié en fait, déplacement, vivre en ville, espace, et ça c'est un peu la quadrature du cercle, donc on doit réfléchir en fait à une nouvelle ville, à une nouvelle façon de vivre en ville. Est-ce qu'on doit augmenter la verticalité, augmenter la densification de nos villes? Ça pose problème, on veut de l'air, on veut de l'espace, on fait attention à l'écologie, donc beaucoup d'enjeux pour demain. Pour la maîtriser, il faut effectivement revoir notre politique de l'offre sur le logement, arriver à permettre à des gens de vivre. La ville Nouveaux Horizons, en direct ici à Nice et aussi à suivre sur les réseaux sociaux du Point. Nous sommes maintenant en compagnie de Jérémy Pelletier pour aborder cette question. Peut-on encore faire la fête? Clément Pétro, c'est à toi. Merci Jérémy Pelletier, vous êtes directeur de la Fondation Jean Jaurès, vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « La fête est finie ». Sans point d'interrogation, avec point d'interrogation. Il y a quand même un doute, même si je travaillais là-dessus. C'est quand votre dernière fête d'ailleurs? Hier soir peut-être. Ah. Et du coup, vous avez beaucoup travaillé ce sujet. On a tendance à considérer que le Covid est finalement ce qui a tué la fête. On se souvient de cette phrase que vous aimez bien citer, qui est la phrase d'un préfet qui, lors de la proclamation du couvre-feu, a dit « la bamboche, c'est terminé ». Est-ce que le Covid a tué la fête ou est-ce que finalement il y avait une forme de délitement qui avait déjà commencé? Alors, en effet, quand le préfet du centre de Val-de-Loire dit « la bamboche, c'est terminé », tout le monde se moque de lui parce qu'il remet au goût du jour une citation, une phrase, un vocabulaire un peu obsolète. Alors qu'en fait, il avait raison, mais effectivement, la fête, elle était déjà mal en point bien avant que la crise sanitaire arrive. Quelques éléments. Vous regardiez en France dans les années 60, vous aviez 200 000 bistrots sur l'ensemble du territoire français. Aujourd'hui, on est à peu près à 40 000 bistrots. Ça veut dire que vous avez 2/3 des villes françaises, 2/3 des communes françaises, 2/3 des 36 000 communes françaises qui n'ont plus de bistrots. On a souvent parlé des boîtes de nuit. Vous savez, durant la crise sanitaire, à chaque fois, on définissait d'ailleurs
l'aspect positif ou négatif de la crise en fonction de l'ouverture ou de la fermeture des boîtes de nuit, comme si les boîtes de nuit rameutaient encore plus de monde et encore beaucoup de monde, alors qu'en fait, de moins en moins. 4000 boîtes de nuit il y a 40 ans, on en a à peu près aujourd'hui plus que 1500. Donc la fête, elle était déjà mal en point, et bien mal en point depuis bien avant la crise sanitaire, et notamment accélérée par 2015. L'impact des attentats, l'impact de ce moment-là en 2015 fait changer un certain nombre d'habitudes dans les pratiques festives des individus. C'est quoi, c'est la perte de l'insouciance ? Alors, il y a évidemment la perte de l'insouciance parce que dans les conditions pour pouvoir faire la fête, évidemment, il faut qu'il y ait un certain nombre d'ingrédients, il faut un certain nombre de conditions pour faire la fête de façon légère et pour faire une vraie fête. Effectivement, la condition importante, c'est la légèreté. La condition importante, c'est l'insouciance. Et en effet, alors, on a beau se rassurer au lendemain des attentats en prenant des photos en mode génération terrasse, même pas mal et tout va bien. La vérité, c'est qu'en fait, on a vu à partir de 2015 un changement de pratique et en gros une perte de festivité dans des lieux publics au profit en gros de ce qu'on peut appeler la fête à la maison. La fête à la maison, en gros, c'est la privatisation de la fête, c'est la fête en appartement, c'est la fête dans la maison individuelle parce qu'on ne veut plus, en tout cas on veut moins aller faire la fête de façon collective, faire la fête avec des gens que l'on ne connaît pas, faire de la fête finalement avec une part d'aléatoire. Et je disais que tout à l'heure, dans les conditions pour savoir faire la fête, il faut la légèreté, il faut l'insouciance, et il faut aussi l'aléatoire, le hasard. Or, effectivement, la fête à la maison, ce qui est un peu triste, et c'est pour ça aussi que j'en parle dans La Fête à Fini, c'est que la fête à la maison, c'est la fête en contrôle. C'est la fête durant laquelle on contrôle évidemment les gens qui sont là. Vous contrôlez finalement le bon déroulé de la soirée. Donc il y a très peu effectivement d'aléatoire dans une fête à la maison. Vous contrôlez la musique aussi qui passe. Et c'est ça qui était très intéressant d'ailleurs. Et je disais que ça préexistait à la crise sanitaire. En 2015, il y avait quelques études qui avaient été faites auprès des jeunes Britanniques qui n'allaient déjà plus en boîte de nuit. Et dans les raisons invoquées par ces jeunes-là, ils disaient beaucoup en boîte de nuit, vous savez, les gens passent de la musique que l'on n'aime pas. Et on préfère, nous, maîtriser la musique, avoir une musique sur mesure. Et évidemment, et je m'arrête là peut-être pour cette première série, mais en fait, la fête a été abîmée, la fête telle qu'on l'entendait et telle qu'on peut encore l'entendre aujourd'hui, a été abîmée par l'individualisation de la société et par ce qu'on pourrait appeler la société du sur-mesure, où en gros, effectivement, on veut contrôler de façon totalement sur mesure la musique, les gens qui sont là, les costumes qui sont là et l'ensemble du déroulé de la soirée. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'un petit peu subversif finalement ? On voit que les grandes périodes de la fête, les années 80 ont été extrêmement festives, alors que c'était objectivement des années qui ont été un peu compliquées. Il y a eu le sida, le chômage, l'inflation, enfin on sentait que c'était des années compliquées. Est-ce que finalement on ne va pas trop bien pour faire la fête, tout simplement ? On perdrait ce petit côté subversif, quoi. Alors, il faut que les choses aillent mal. Ouais, alors peut-être il y a quelques éléments quand même qui pourraient nous dire que les choses vont mal, mais ça va revenir, oui. je crois que c'est surtout parce qu'on est peut-être devenu aussi un peu trop sérieux, un peu trop chiant aussi, un peu plus chiant. Je vous donne un exemple, sans jugement de valeur hein, dans ma bouche. Un élément très important pour imaginer un esprit festif, pour imaginer encore des fêtes, et on parle de la ville, donc pour imaginer la fête en ville, c'est évidemment l'acceptation du bruit. Le bruit, c'est très intéressant parce que c'est un sujet qui revient beaucoup. Durant les confinements, et notamment en ville, on a fait l'expérience finalement du silence dans la ville. On a fait l'expérience de la campagne en ville. Et très vite, on a vu fleurir des phrases de la part de gens comme étant très heureux parce qu'ils entendaient de nouveau le chant des oiseaux, ils entendaient de nouveau le calme dans la ville. Et donc, une fois que le confinement est terminé, une fois finalement que la vie d'avant a repris son cours, on n'a pas accepté le retour du bruit. En tout cas, on a beaucoup moins accepté que par rapport à avant le retour du bruit. Un des exemples, aujourd'hui, beaucoup de grandes métropoles doivent gérer au quotidien beaucoup de cas liés à des nuisances sonores. Et les nuisances sonores, le sujet des nuisances sonores, c'est devenu un sujet central, en tout cas pour les grandes métropoles. Alors que les villes ne sont pas plus bruyantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier, pour plein de raisons, notamment techniques, technologiques. Je ne suis pas spécialiste du sujet, mais je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialistes de ça, mais qui attesteront aussi de ça. Mais c'est simplement que notre seuil de tolérance au bruit s'est considérablement abaissé durant la crise sanitaire. Et la question du coup que je pose, c'est est-ce que une faible acceptation du bruit est compatible avec une société qui se veut encore festive ? Je ne le pense pas.
Et est-ce que finalement cette baisse de la tolérance à l'égard du bruit, elle ne s'inscrit pas dans un mouvement plus général de ramollissement? Je crois que vous avez sorti une étude il n'y a pas très longtemps justement sur, je ne sais plus comment vous appelez ce phénomène-là, mais c'est la mollesse, la flemme. La flemme. Oui, bah, évidemment, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la flemme. Je citais tout à l'heure l'enquête de 2015 qui avait été réalisée auprès de jeunes Britanniques. Et, alors, il y avait beaucoup de bons arguments invoqués par les jeunes Britanniques pour expliquer les raisons pour lesquelles ils n'allaient plus, notamment en boîte de nuit le vendredi soir. Alors, il y avait évidemment l'argument économique, c'est une soirée qui coûte cher. Il y avait l'argument lié à la sécurité. Beaucoup de jeunes femmes vous disaient, et ça c'est un vrai sujet et qui explique aussi beaucoup le changement de pratique, mais beaucoup de jeunes femmes disaient en fait on n'a pas envie de se faire emmerder, on n'a pas envie de se faire agresser, on n'a pas envie de se faire droguer. Et d'ailleurs, très intéressant, depuis la réouverture entre guillemets de la fête, on a vu se multiplier les cas de femmes et de jeunes femmes droguées en GHB dans un certain nombre de boîtes de nuit françaises. Donc il y a ces éléments-là. Mais un élément qui revenait beaucoup, c'était ah, vous savez, nous, le vendredi soir, en fait, on est fatigué. Le vendredi soir, en fait, on a la flemme de sortir. On préfère rester tranquille chez nous, un plaid sur les genoux, tranquillement devant la télé. Très intéressant. Une belle institution qui s'appelle le CREDOC fait une enquête il n'y a pas très longtemps, il y a 6 mois, pour définir le vendredi soir idéal des Français. Ils demandent, voilà, c'est quoi votre vendredi soir idéal ? L'élément qui arrive en tête, c'est le plateau repas devant la télévision, bien avant la sortie entre amis, bien avant la sortie entre amis. Et donc évidemment, bah, tu parles de la flemme. En tout cas, on est dans une époque, on est dans un moment où effectivement, et notamment depuis la crise sanitaire, on note une baisse de motivation générale. On l'a vu à travers le monde du travail, la grande démission, qu'on peut aussi mettre en lien voilà, avec cette baisse de motivation. Cette grande fatigue, on la voit aussi dans une fatigue plus grande lorsque les individus font des efforts physiques, font des efforts sportifs. Dans l'enquête que tu citais tout à l'heure, en effet, on leur a demandé est-ce que vous vous sentez plus fatigué aujourd'hui par rapport à la période avant Covid, quand vous allez faire un effort à l'extérieur, quand vous allez faire un effort dehors, etc. etc. Vous avez beaucoup de Français qui vous disent oui, et vous avez un taux non négligeable de Français qui vous dit régulièrement, en effet, j'ai la flemme de sortir de chez moi. Et donc, évidemment que cet attrait pour la fête à la maison, ou en tout cas ce moindre attrait pour la fête à l'extérieur, a lié beaucoup aussi voilà, à ce qu'on peut appeler la flemme, à ce qu'on peut appeler voilà, une grande fatigue généralisée, qu'on peut aussi interpréter, à mon avis, comme une forme de dépression. Voilà, j'ai parlé de 2015, je pense que c'est aussi la succession des crises, 2015 évidemment, et 2015 et 2016, avec les attentats qu'a connu notre pays, un certain nombre de crises sociales, la crise des Gilets jaunes, la crise sanitaire. Vous rajoutez évidemment à l'intérieur de ça la crise climatique, ce que ça génère en termes d'éco-anxiété, et vous rajoutez la guerre en Ukraine, et effectivement ça a tendance à abîmer les individus, et à abîmer le corps social, et à le rendre un peu ramolli. Et effectivement, un corps social ramolli a peu d'engouement, en tout cas, pour aller faire la fête avec beaucoup de joie, comme il pouvait la faire auparavant. Bon, je pense qu'il est temps de nous donner un secret. C'est quoi les secrets d'une bonne fête réussie, les conditions d'une fête réussie? Spécialiste de la fête. Les conditions d'une fête réussie. Alors déjà, il faut, et c'est intéressant parce que évidemment c'est pour faire le lien avec la ville, l'une des problématiques aussi à mon avis qui fait que la fête n'est plus ce qu'elle était, c'est qu'en fait on peut avoir le sentiment que la fête est partout. On peut avoir le sentiment que la fête est partout. La fête, elle est présente dans l'espace public en permanente. Tous les week-ends, vous avez une fête de je ne sais quoi, une fête de la citrouille, une fête de la science, une fête de bidule. Il y a un élément intéressant, je ne sais plus qui disait, quand un gouvernement ou quand un responsable politique n'a plus d'idées, il invente une fête. Et effectivement, je suis assez d'accord avec lui, et promenez-vous et lisez les journaux à chaque fois voilà, que quelqu'un a besoin de créer quelque chose, en effet, on invente une fête. Fête de la science, fête des mathématiques, fête de bidule, fête des machins. L'élément qu'il faut avoir en tête, c'est que très souvent, d'ailleurs, quand on